Bonjour, nouvelle série de 3 vidéos consacrées au modèle OSI, TCP/IP, adresse IP privée, mais aussi à la compréhension de la différence entre standard, norme, modèle, règlement. 4 mots-clés fondamentaux en réseau informatique. Je suis Monsieur P, votre formateur passionné. Bienvenue sur votre chaîne. Avant de continuer, prenez quelques secondes pour vous abonner, liker et partager la vidéo. En vous abonnant, vous ne ratez la publication d'aucune vidéo à venir et cela nous motive à aller de l'avant. Ceci dit, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi les objectifs de cette leçon? À la fin de ces 3 leçons, vous serez capable de comprendre le fonctionnement en couche des réseaux informatiques. Surtout, vous serez outillé pour couvrir les objectifs suivants de la certification CCNA. Comparer TCP à UDP, décrire les adresses IP V4 privées. Pour parvenir à nos fins, nous allons commencer par clarifier la différence entre normes, standards, règlements et modèles. Puis nous présenterons les modèles OSI et TCP/IP, ce qui nous permettra de comparer aisément les protocoles TCP et UDP. Nous terminerons par les adresses IP privées, notion fondamentale pour la configuration des réseaux locaux. C'est quoi une norme? C'est un document officiel qui décrit comment une technologie doit fonctionner afin de garantir l'interopérabilité entre les équipements de différents fabricants. En anglais, il est traduit par standard. Et ceci peut être déroutant car un standard est différent d'une norme en français. Nous y reviendrons plus loin. Pour quelles raisons une entreprise pourrait normaliser ses processus? Une entreprise ou un professionnel choisit de normaliser ses processus pour prouver la qualité, la conformité ou le professionnalisme de ses services. Les normes servent souvent de référence technique ou commerciale. À titre d'exemple, ISO 27001 pour la sécurité de l'information. Aucune loi n'oblige une entreprise à être certifiée ISO 27001. Mais si elle veut prouver à ses clients qu'elle a mis en place un système de gestion de la sécurité de l'information afin de gérer efficacement les risques liés à la sécurité de l'information, elle peut choisir de s'y conformer. Un autre exemple, c'est ISO 9001. Elle permet à une entreprise qui obtient son accréditation de démontrer qu'elle est plus performante, plus fiable et compétitive. En appliquant des processus contrôlés et mesurés, l'entreprise livre des produits ou services conformes et cohérents, ce qui renforce la confiance et la fidélisation des clients. Une norme devient obligatoire ou juridiquement contraignante dans certains cas. Un gouvernement ou une autorité réglementaire l'impose. Exemple, au Canada, les normes CSA ou UL peuvent être exigées pour les équipements électriques ou réseaux. Une norme peut devenir obligatoire également si elle est intégrée dans un contrat. Deux parties décident par écrit de s'y conformer. Exemple, un fournisseur cloud s'engage dans son contrat à respecter la norme ISO 27017 qui porte sur la sécurité du cloud et des données qui y sont stockées. La norme devient obligatoire contractuellement. Nous pouvons citer également l'I3E 802.3 pour la communication entre les équipements filets dans un réseau local. L'I3E 802.11 pour la communication entre les équipements sans fil. TIA-EIA 568A et B pour le câblage des réseaux filets avec le câble à paire torsadé. Pour l'adressage réseau, nous avons les RFC ou Request for Comment. À ce niveau, il faut noter que toutes les RFC ne sont pas des normes. Certains sont des standards. Mais alors, c'est quoi un standard? Dans le vocabulaire anglo-saxon,
Les mots standard et normes sont souvent traduits par un seul mot, le même mot, standard. Un standard est une pratique reconnue et adoptée largement par une industrie, le secteur bancaire par exemple, mais pas forcément imposée ou approuvée par un organisme officiel. Un standard peut devenir une norme de fait si tout le monde l'utilise. Exemple, le standard PCI DSS, qui signifie Payment Card Industry Data Security Standard. Littéralement, standard de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement. Il a été créé par les principales sociétés de cartes de paiement, Visa, Mastercard, American Express, Discover et JCB. Ces entreprises ont formé le PCI Security Standards Council, un organisme privé, non gouvernemental, non normatif, contrairement à ISO ou I3E que nous venons de voir dans les slides précédentes. Le standard PCI DSS n'a pas force de loi. Il n'est pas imposé par un gouvernement, mais il est obligatoire contractuellement pour toute entreprise qui stocke, traite ou transmet des données de cartes de paiement, Visa, Mastercard, etc., et qui veut continuer à accepter ces paiements. Un autre exemple, c'est le standard USB-C, développé, maintenu et publié par USB Implementers Forum. C'est un groupe à but non lucratif dont font partie Intel, Apple, Microsoft, HP. À côté des standards et normes, nous avons les règlements. C'est quoi un règlement? Un règlement a d'abord, par sa nature, un caractère obligatoire. Il est intégré à la législation ou à la politique de gestion interne de l'entreprise. Nous avons ici quelques exemples. Le règlement RGPD ou Règlement général sur la protection des données, qui est une réglementation européenne entrée en vigueur en 2018. Son objectif est de protéger les données personnelles des citoyens de l'Union européenne et de renforcer leurs droits sur la manière dont ces données sont stockées, sont collectées, utilisées, stockées et partagées sur les réseaux. Pour résumer, une norme est éditée par un organisme reconnu. Son champ d'application est global. Son application peut devenir obligatoire. Un standard est édité par une organisation privée. Son champ d'application est généralement confiné à un secteur d'activité. Son application peut également devenir obligatoire. Nous découvrirons tout au long de ce cours plusieurs normes, standards et règlements. Parlons à présent des modèles. C'est quoi un modèle? Un modèle est un cadre de référence, un cadre conceptuel, théorique, mais utile à la compréhension et à l'implémentation d'une norme ou d'un standard. En cybersécurité, par exemple, nous avons le modèle CIA, en français, confidentialité, intégrité et disponibilité. Le modèle Zero Trust, qui stipule que chaque utilisateur, appareil ou application doit être authentifié et autorisé même à l'intérieur du réseau interne de l'entreprise pour accéder aux ressources de l'entreprise. En d'autres termes, ne jamais faire confiance, toujours vérifier. En réseau informatique, nous avons deux principaux modèles, les modèles OSI et TCP/IP. Le modèle OSI a été publié et est entretenu par l'ISO en collaboration avec l'UIT. L'objectif est de standardiser la communication entre systèmes informatiques afin que les équipements de constructeurs différents puissent être compatibles et interopérables. Supposons par exemple que IBM, constructeur américain, fabrique
ses ordinateurs selon ses propres standards, modèles ou normes. Lenovo, fabricant chinois, fait de même. Le résultat serait un réseau dans lequel les échanges seraient tout simplement impossibles. Entre un serveur IBM et un serveur Lenovo, par exemple, ou entre un commutateur Cisco et un commutateur Huawei. Pendant une longue période, les chargeurs des téléphones Apple ne pouvaient pas être utilisés sur les téléphones des autres manufacturiers comme Samsung ou Huawei. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre grâce au standard USB-C qui a été adopté par l'industrie pour le bien de tous les consommateurs. D'où la nécessité de modéliser, de normaliser, de standardiser. Regardons de plus près le modèle OSI. Quel est l'objectif du modèle OSI? Fournir un langage commun pour décrire le fonctionnement d'un réseau informatique. Faciliter l'interopérabilité entre les systèmes et équipements de constructeurs différents. Séparer les fonctions réseau en couches pour une conception modulaire. En observant le graphique, nous remarquons que OSI est un modèle à 7 couches. Chaque couche remplit un rôle défini et communique uniquement avec les couches adjacentes. Les données passent de haut en bas lors de l'envoi encapsulation ou de bas en haut lors de la réception désencapsulation. Dans les 3 premières couches, l'information générée par l'utilisateur est préparée pour l'envoi. Encodage, compression, chiffrement. La couche transport va la segmenter en plusieurs morceaux, plus petits pour produire des segments si le protocole TCP est utilisé ou des datagrammes si le protocole UDP est utilisé. Pour identifier l'application source ou destination, la couche transport va utiliser les numéros de port. Par la suite, la couche réseau va ajouter l'adresse de la source et de la destination, l'adresse IP. Le résultat va produire des paquets. Chaque paquet va être transmis à la couche liaison de données, qui va ajouter à son tour un nouveau type d'adressage, l'adresse MAC de la source et de la destination, pour produire une trame. C'est la trame qui sera posée sur le réseau filaire ou sans fil sous forme de bits, une suite de 0 et de 1, puis transportée jusqu'à la machine de destination, où le processus inverse va se produire. Retrait des adresses de couche 2, la trame redevient le paquet. Retrait des adresses de couche 3, le paquet retrouve la structure initiale de segment ou de datagramme. Retrait des numéros de port source et destination, décompression, déchiffrement, décodage et lecture par le destinataire. Regardons tout ceci en détail. La couche application fournit et gère les services aux applications utilisateurs. Exemple de service, la navigation web, l'envoi et la réception de mails, le transfert de fichiers, la connexion à distance aux équipements réseau. Prenons à titre d'exemple la navigation web. Lorsque nous saisissons dans notre navigateur, par exemple, l'adresse www.rolandpayon.com, que fait la couche application? C'est elle qui fournit le service HTTPS au navigateur web. Le navigateur web est par exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, qui est une application utilisateur. Donc, la couche application fournit le service d'accès au contenu web via le protocole HTTPS et constitue l'interface entre l'utilisateur et le reste du réseau. Et si nous parlons à présent de l'envoi d'un email, lorsqu'un utilisateur envoie ou clique sur envoyer dans Outlook, qui est le client de messagerie, ou Thunderbird, ou depuis son compte ouvert dans un navigateur web, compte Gmail, compte Yahoo, compte Proton, que fait la couche application? Elle fournit le service de messagerie électronique via les protocoles
SMTP/S, IMAP/S ou POP3S. Elle gère donc la communication entre le client et le serveur de messagerie. Elle gère par conséquent le service de messagerie. À chaque service est associé un numéro de port au niveau de la couche transport. Par exemple, le service HTTP est associé au port 80. La version sécurisée utilise TLS ou SSL pour sécuriser les échanges. Ce qui vient ajouter un S à HTTP et on obtient HTTPS. De même, le service de messagerie est offert par les protocoles SMTP, IMAP ou POP3 sur les ports 25, 143 ou 110. Mais de nos jours, seules les versions sécurisées sont utilisées, à savoir SMTPS, IMAP-S, POP3S, etc. Pourquoi j'insiste sur les ports et les services réseau? Parce que cela fait partie des fondamentaux pour la configuration des pare-feux réseau, que nous verrons bientôt dans le cours Préparation à la certification Cisco CCNP Security Core. Abonnez-vous pour ne rien rater de tout ce que nous avons à vous offrir dans nos valises. Par ailleurs, nous apprendrons bientôt à créer les listes de contrôle d'accès. Les ports et les services réseau seront de nouveau à l'honneur. Il faudrait également noter que les numéros de port énumérés jusqu'à présent sont des valeurs par défaut. Et donc, certaines compagnies décident de modifier ou d'utiliser d'autres valeurs pour des raisons internes ou de sécurité. La couche réseau du modèle OSI permet au routeur de sélectionner le meilleur chemin pour acheminer les paquets d'un réseau à un autre. Interconnecter ces réseaux via son équipement principal qui est le routeur. Attribuer une adresse IP source et une adresse IP de destination à chaque paquet. Si au niveau de la couche transport, la structure de l'information est soit un segment ou un datagramme, ici nous parlerons de paquet. Nous dirions également que le routeur est un équipement de couche 3 et que l'adressage à ce niveau est logique. Cette couche utilise de nombreux protocoles pour atteindre ses objectifs. D'abord, deux protocoles qui permettent de définir la structure des paquets, IPv4 et IPv6. Puis les protocoles de routage. Nous pouvons énumérer OSPF, EIGRP, BGP, ISIS. Nous reviendrons sur la configuration particulièrement de OSPF dans le cadre de ce cours de CCNA. Pour déterminer les meilleurs chemins d'acheminement des paquets, les routeurs utilisent les protocoles de routage. Enfin, dans la liste des protocoles, nous avons le célèbre ICMP qui permet de vérifier la communication de bout en bout entre la couche 3 d'un node source et la couche 3 d'un node destination. Progressons à présent avec la couche liaison de données. Elle va utiliser une adresse physique appelée adresse MAC pour identifier les équipements, plus précisément les ports de chaque carte réseau sur l'équipement. La notion de physique ici est liée au fait que l'adresse MAC pour Media Access Control, est directement imprimée sur la carte réseau de chaque ordinateur ou imprimée sur chaque port réseau de tout équipement filaire ou sans fil. Cette couche crée donc une information et la structure
est appelée une trame. Le principal équipement de cette couche est le commutateur. Notons toutefois que certains commutateurs peuvent jouer le rôle de routeur. Ces derniers opèrent dans ce cas sur les couches 2 et 3. La couche liaison de données exploite plusieurs protocoles, parmi lesquels nous pouvons citer Ethernet, STP, HDLC, PPP. Accordons un point d'honneur à Ethernet. En effet, il peut être considéré comme un standard définissant comment les équipements communiquent sur un réseau local filaire. Alors que l'I3E 802.3 est la norme sur laquelle l'industrie des technologies s'est appuyée pour l'éditer. En pratique, on parlera d'Ethernet lorsque nous sommes sur un segment de réseau local filaire et non de I3E 802.3. Le rôle de la couche liaison de données est de regrouper les bits fournis par la couche physique en trames. Identifier chaque trame en lui attribuant une adresse MAC source et une adresse MAC destination. Contrôler l'accès aux médias, c'est-à-dire comment les équipements se partagent le support de transmission. Le processus étant différent selon que nous sommes sur un support filaire ou sans fil. Nous reviendrons dans une leçon spécifique sur CSMA-CD pour les réseaux filaires et CSMA-CA pour les réseaux sans fil. Un autre rôle de la couche liaison de données est la détection et la correction des erreurs. Certains protocoles de couche 2 comme PPP, point-to-point protocole, intègrent un mécanisme de contrôle de flux. Parlons à présent de la couche physique. La couche physique va alors se charger de transmettre chaque trame sur le réseau sous forme de bits. Elle va également convertir les signaux dans la forme appropriée en fonction du support de transmission. Ici, la structure de l'information peut être considérée comme le bit. Comme équipement à ce niveau, nous pouvons énumérer tout ce qui rentre dans l'infrastructure de câblage. Les connecteurs, les supports en fibre, les câbles à paire torsadée, les panneaux de raccordement, les répartiteurs optiques, les injecteurs de puissance PoE. La liste est longue. Après cette présentation du modèle OSI, regardons la correspondance avec le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est le modèle qui a été implémenté dans les équipements de réseau informatique. Pendant la configuration d'un terminal, c'est lui qui est mis en avant, mais pendant le dépannage, il est recommandé de diagnostiquer et de penser la solution en nous appuyant sur le modèle OSI. Nous y reviendrons. Comme nous pouvons le voir, les trois premières couches du modèle OSI sont fusionnées en une seule couche dans le modèle TCP/IP appelé couche application ou couche 4. Pour les couches transport et réseau, nous avons des équivalences. Toutefois, la couche réseau dans le modèle TCP/IP est appelée couche Internet. Et enfin, les couches liaison de données et physique sont fusionnées pour produire la couche accès réseau. Les fonctionnalités sont conservées de façon horizontale ou linéaire, comme le montre le tableau. Cette leçon se termine ici. Dans la prochaine, nous reviendrons en profondeur sur les protocoles TCP, UDP et IP, notamment la version 4 du protocole IP. Dans cette vidéo, vous avez appris les notions de normes, standards et modèles.
Le modèle OSI et ses 7 couches ont été présentés. Le rôle de chaque couche, ses protocoles, la structure de l'information et le type d'adressage lorsque cela s'applique. Le parallèle a été également fait avec le modèle TCP/IP, qui est le modèle implémenté dans nos systèmes d'exploitation et cartes réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt. C'était Monsieur P.